Bonjour, aujourd'hui on va parler des éléments plus techniques de Microsoft SQL Server. Euh, Entre autres, on va vous parler d'index et de disaster recovery. On va commencer par parler d'index. Donc, les index SQL, l'objectif c'est l'accès rapide aux recherches de données. S'il n'y a pas d'optimisation qui est faite, vous allez voir que sans index, c'est très, très lent l'accès aux données. On a deux types de. On a deux types d'index. On a cluster et non-cluster. Cluster, ça va être. On va le voir plus loin. C'est un index qui contient des données réelles. euh, Souvent avec les primaires. Ça veut dire que dans l'index contient l'information de clés. Donc, la table est stockée dans l'index au complet. Un index sans index cluster s'appelle heap. Quand on dit toujours unique, c'est qu'il faut que la clé soit unique. C'est pour ça qu'on utilise souvent la clé primaire pour ce genre d'information-là. Non-cluster, c'est des pointeurs vers les données. C'est vraiment une table d'index un peu comme un livre. Donc, une table peut avoir un seul index cluster jusqu'à 249 index non-cluster. On va faire un exercice. Allons avec Microsoft SQL Management Studio. Pour commencer, on va créer une copie d'une table qui n'aura pas d'index. Comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat d'une requête sans cet index-là. La commande qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est select into le nom d'une table. Quand vous faites ça, ça va prendre le résultat du select et ça va créer une table avec cette information-là. C'est pratique pour faire des copies temporaires de tables. Donc, exécutons ça. Donc, on met maintenant une nouvelle table. Faisons notre première exécution de requête. On va créer une requête simple qui va faire une sélection sur le nom de famille. Donc, si on demande le temps d'exécution, on va dans le menu requête, afficher le plan d'exécution des estimés ou CTRL-L. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il fait une analyse de la table versus les index versus les critères de sélection. Puis il va nous trouver la meilleure solution qu'il peut trouver pour optimiser. Dans ce cas-ci, comme vous voyez, c'est TableScan. C'est la chose la plus coûteuse en SQL, c'est qu'il fait le tour de la table au complet, ligne par ligne, puis il extrait des enregistrements qui ont un bon critère. Si on pointe ici, vous allez voir que il y a quand même le temps estimé, ça serait 0.76 qui est quand même très gros pour la petite table qu'on a. Maintenant, ajoutons un index à cette table-là. Ici, on va créer un index. Donc, on va créer un index sur la clé primaire. On va exécuter ça. Et on va faire une autre exécution. Bon. Mais ça a changé. Maintenant, on a un clustered index scan. Il va faire un scan encore de tout l'index. Et si on regarde les coûts sont un petit peu plus bas, mais pas très significatifs. Ajoutons maintenant un index sur le nom de famille. Vous voyez ici, c'est un index non-cluster. On va le nommer last name index, puis on va dire que c'est en ordre ascendant. Donc, exécutons ça. Et allons faire la même exécution. Ah, vous voyez maintenant que ça a changé. C'est qu'il a commencé par faire un index seek. Vous voyez que les coûts sont très bas. Et ensuite, ils ont fait une recherche dans le cluster pour chercher le reste des champs de la table. Et ça s'est imbriqué. Et pour faire un coût total de 0.31 sur 975, qui est nettement plus
plus bas que de notre table scan de tantôt. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive si on rajoute un critère à notre sélection. Par exemple, le prénom. On va voir que les coûts sont quand même là pour la recherche de clé. Est-ce qu'il va quand même essayer de faire une recherche avec ton index seek par cause de ton last name. Après ça, il va faire un scan dans l'autre pour aller chercher mon first name. Fait que, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui arrive si on recueille une autre index avec last name et first name ensemble. Donc on va enlever l'ancien index puis on va en écrire un nouveau avec last name et first name. Donc réexécutons ça. On voit qu'il passe beaucoup plus de temps dans l'index et moins dans la recherche après. Fait que on a certainement un gain ici. Comme dernier point, faisons un test d'exécution avec la clé cluster qui donne un cookie customer key. Vous voyez qu'il y a juste un cluster index puis le coût est très très bas comparé aux autres exécutions. Fait que c'est extrêmement rapide d'utiliser la clé primaire dans ce cas-ci. Donc, on parlait de comment le moteur fait l'optimisation de requêtes. Il fait ça en étapes. Première étape, il commence à faire les joins avec les tables from, puis il fait le tour de toutes les tables. Il fait des conditions de joint, il utilise des filtres where après. Ensuite, il fait des gros by, il utilise le having qui permet de faire un filtre par rapport au résultat du gros by. Ensuite, il fait le select avec les colonnes sélectionnées. Il fait un distinct et il termine par faire un or de by. Regardons un plan plus complexe avec une requête. Parce que si on a deux tables qu'on joint ensemble avec un where, tout ça. Si on fait l'exécution, CTRL L toujours. Donc, vous voyez que c'est rendu beaucoup plus complexe. On a encore notre cluster index scan parce que la table géographie a une clé primaire avec un index sur geographic key. On a un scan pour notre table de client et on a un merge ensemble des deux informations. Fait que plus que ça va, plus c'est complexe. Pour voir le coût total, on peut voir que c'est 0.8 secondes maintenant. C'est beaucoup plus coûteux que d'avoir des deux tables séparées. On fait des selects. Voici maintenant qu'est-ce qui arrive si on fait un gros buy sur notre table de customer. Donc vous voyez les étapes, on va dire tantôt, il commence à refaire son from, ça, il va faire son gros buy pour donner le résultat. Bon, on a fini la partie des index. On va parler maintenant du journée de la transaction. La transaction, là, c'est tout ce qui se passe sur ma BD. Fait il enregistre tout ce qui se passe avec un numéro de séquence, un ID. Ça donne souvent l'image avant-après, surtout dans le cas d'une insertion, un update ou une suppression. Là, quand c'est aussi le début et la fin de chaque transaction, vous savez c'est quoi une transaction? C'est quand on fait du command control. Chaque microsoft de données, y compris la définition de langage, donc la création des tables et tout ça, changement de procédure, au vu, etc. Ça contient aussi la création de nos index, de nos tables. Puis, il est assez intelligent l'outil pour être capable de faire quand on fait le backup de nos logs, il
il se souvient qu'il est entre quel que tu es pris en backup et il rend ça inactif. Comme ça, si on prend un backup régulièrement des logs, on prend juste le backup des transactions qu'on a besoin. Donc, lorsqu'il s'agit de backup, on a le backup complet, toutes les données, l'ensemble des fichiers, incluant les logs. Backup différentiel, différentiel, c'est clair, c'est la différence entre le backup complet et maintenant. Donc, pour récupérer la BD, il faut le dernier backup complet plus le dernier backup différentiel. Effectivement, ça prend moins de temps et moins d'espace, parce que c'est juste le delta entre les deux. Mais il va arriver un certain temps que ça vaut mieux de faire un autre backup complet parce que le backup différentiel va prendre beaucoup plus de place. On a du log backup possible. Si un log, c'est toutes les transactions dans l'ordre. Donc, si on rejoue les transactions par après, on va arriver au même résultat dans la base de données. Une séquence plus de backup de log, on va récupérer le PD à n'importe quel moment dans le temps. Donc, pour le faire, il faut faire le bouton droit sur la BD, tâche, et vérifier l'agent SQL Service. Donc, une stratégie simple de backup, c'est de prendre un premier backup complet avec le backup du log. Et à tous les jours, faire des backups différentiels. Pas juste faire le backup complet à tous les jours, on peut juste faire le différentiel. Et bien sûr, prendre le backup du log à tous les jours. Comme ça, plus souvent qu'on va refaire le backup de log, plus proche du moment du crash, on va pouvoir restaurer s'il y a eu un problème avec la base de données. Évidemment, toutes les backups qu'on fait, c'est dans le système de fichiers qu'on fait ça. Donc, il faut prendre un backup physique là, de ces fichiers de backup qu'on fait pour pouvoir les mettre sur une autre machine au cas d'un crash physique. Dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez créer un objet de type unité de sauvegarde. On va ici, dans l'unité de sauvegarde, bouton droite, nouvelle unité de sauvegarde. Vous pouvez donner un nom logique à un répertoire que vous allez faire. Par exemple, si on dit que c'est backup complet, on va se dire, bon, mais le backup complet va aller dans tel répertoire. Par exemple, dans users. J'ai un autre fichier. Backup. Comme ça. Et comme ça, après ça, vous savez que tout le temps vos backups vont être à cet endroit-là. Puis vous n'êtes pas obligé de nommer le nom du fichier dans vos scripts de backup. Vous avez juste besoin de spécifier le nom du périphérique. Si on sauvegarde là, puis on décide d'aller faire une sauvegarde de VentureWorks. Donc, dans nos tâches, sauvegarder, on peut sauvegarder, on peut ajouter notre destination, notre unité de sauvegarde qu'on s'est fait, qui est backup complet ici. Donc, vous voyez, on peut sauvegarder le nom du backup complet. Pour terminer, je vais vous parler un peu des sections à haute disponibilité. Il y a plusieurs choix qui s'offrent au niveau de Microsoft SQL Server. Le clustering, le mirroring, puis le log shipping. Et la façon de faire la réplication. Le failover, c'est qu'on a plusieurs nœuds avec des disques partagés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a plusieurs serveurs qui accèdent au même disque. Comme ça, si un serveur a une faille, au moins les autres peuvent continuer à lire les données de ça. Les applications sont utilisées dans les groupes de cluster de Microsoft. Chaque groupe est servi par un seul nœud à la fois. Donc,
Qu'est-ce qui est bien important de voir, c'est on cache un peu les serveurs au niveau de l'utilisateur. Il y a des noms, il y a un nom qu'on pourrait accéder au cluster qui va être différent du nom de chacun des éléments du cluster. Comme ça, l'application peut se connecter sans avoir besoin d'avoir une connaissance sur le clustering. Une instance de cluster apparaît sur le réseau sous forme d'un ordinateur unique. Comme je dis, mais on cache toute la complexité en arrière. Bien important à mentionner, c'est que tous les serveurs du cluster partagent le même environnement de disque. Si le disque a une défaillance, le cluster ne peut plus accéder aux données, peu importe. C'est une solution intéressante pour au niveau une défaillance au niveau logiciel du SQL Server, et au niveau des disques, on est à risque. Le log shipping, très simple. On a des serveurs qui sont distants. On permet de les synchroniser ensemble. Idéalement, chacun utilise le même backup pour être au même niveau. Ensuite, on commence le log shipping. C'est pas accessible directement au client, mais on peut faire un failover et switcher à l'autre serveur qu'on a besoin. On envoie les backups des logs rapidement. Et plus vite qu'on a, plus proche du temps réel qu'on va être là, au niveau de la restauration. S'il y a un fail sur le serveur principal, le temps de switcher, si on ship pour 3 minutes, mais on perd seulement 3 minutes de données, qui est plus facile à retrouver que de perdre la journée au complet. Fait que chaque serveur reçoit les backups des logs à toutes les 3 minutes, puis il les restaure. Fait qu'on n'est pas live, mais on est proche. Fait que si le serveur principal va le faire, on fait une procédure. Souvent, ça va être de repointer le DNS sur le serveur secondaire pour partir les applications. Et comme ça, on a presque toutes les données. Là, comme je dis, les 3 dernières minutes qu'on risque de ne pas avoir. Mirroring, c'est un peu le même principe. C'est que les données sont transférées entre les serveurs. Mais c'est une BD de secours base de données de production. Donc, pour faire ça, c'est que la BD est un miroir qui est un backup complet de la BD sans récupération. Elle n'est pas directement accessible au client, le même principe que le shipping, mais on peut y accéder en lecture seule en créant un instantané. Le serveur met régulièrement à jour. On essaie de faire ça dépendamment de la solution de mirroring, ça peut être pratiquement en temps réel. La perte de données est toujours possible si le serveur principal a une faille avant d'avoir réussi à transférer toutes les dernières données enregistrées sur ce serveur-là. On peut avoir une solution avec ce qu'on appelle un témoin. Le troisième serveur qui intervient lorsque le serveur principal tombe. On appelle ça un hot spare ou un hot swap. Il prend le contrôle immédiatement quand l'autre fait une faille. Fait que ça peut, pour l'utilisateur, c'est pratiquement transparent. La réplication, c'est un modèle plus pour les données qui sont les serveurs à distance. Par exemple, si vous avez un serveur principal à Montréal, puis vous voulez que les gens puissent accéder de Tokyo ou d'une autre place dans le monde, puis des fois la télécommunication n'est pas la meilleure, on peut utiliser la réplication. Fait que c'est un modèle qui est ton serveur principal qui est un publicateur, puis les autres sont des abonnés de donner l'information. Fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le serveur, les autres reçoivent un flux d'informations. On peut jouer sur quelle information qu'on envoie. Fait qu'encore là, dans un mode d'entrepôt de données, ce qui serait intéressant, c'est si on avait les données corporatives de toute l'entreprise, un serveur principal,
Puis on va pouvoir faire des serveurs départementaux avec juste l'information du secteur qui est touché par ce serveur-là. C'est une autre façon de voir les choses, de réduire le load du serveur principal au profit des autres serveurs. Et que les abonnés sont en ligne et disponibles. Les abonnés, ça, comme je vous parlais, c'est les serveurs secondaires. Donc, je vous explique que c'est très utilisé pour le serveur éloigné géographiquement. Puis, en mode entrepôt de données, c'est très, très pratique. Donc, ça conclut notre présentation. Si vous voulez plus d'informations, il y a des excellents livres de SQL Server en ligne sur le site de Microsoft. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Bonne fin de journée.